On est en direct? Il On semblerait est qu'on soit en là. direct. Eh ben, on y va. Ouais, écoute Stéphane et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur la page Facebook de Botanique avec pour thème aujourd'hui la biodiversité. Voilà, on va parler un petit peu de ce que c'est, voilà, comment la mettre en place chez vous par des petites actions. Et donc je me présente, Clémence, elle s'appelait spécialiste, mais qui vient assez régulièrement faire des ateliers plutôt do it yourself. Donc on en a prévu quelques-uns aujourd'hui. Et je suis accompagnée de Stéphane, que je laisse se présenter. Donc, bonjour à tous. Donc moi c'est Stéphane Dalluin et je travaille chez Botanique. Je suis responsable développement durable. Alors évidemment, je m'intéresse comme beaucoup de collaborateurs chez Botanique à la thématique biodiversité, qui est un sujet très très large. J'ai un petit côté militant, je suis militant à mes heures, voilà, adhérent de plusieurs associations environnementales. Et donc on m'a demandé avec Clémence de parler biodiversité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle biodiversité au sens large. Ensemble, je vous définisse ce qu'est la biodiversité en un temps relativement court et tout de suite qu'on enchaîne sur la biodiversité dite de proximité, qui en fait voilà, nous concerne plus directement, on va dire, et sur laquelle on peut agir. C'est vrai que la biodiversité, en fait, on en entend parler de plus en plus parce que c'est au cœur des préoccupations et tout ça, mais c'est quoi? Comment on peut Alors déjà, vulgariser ça? dans biodiversité, il y a biologie, donc c'est toute la science du vivant. Et puis il y a diversité, donc ce qui caractérise tout ce qui est varié, divers, différent. Et en fait, c'est un ensemble en fait des êtres vivants, donc animaux, plantes, champignons, micro-organismes dans le sol, qui sont dans des écosystèmes dans lesquels ils vivent tous ensemble. Et c'est l'interaction entre toutes ces espèces et les milieux dans lesquels elles évoluent. En fait, la biodiversité, elle est tout autour de nous. Nous sommes la biodiversité, nous en faisons partie, et grâce à cette biodiversité, on a de l'oxygène, on a de la nourriture, de l'eau, de l'énergie, de la paille. Que la Terre tourne, entre guillemets, que tout fonctionne et toutes les strates des différentes espèces cohabitent entre elles. Cohabitent entre elles, exactement. J'aime bien montrer ce petit... Je crois que ton micro est en train de se faire la mal. Là, comme ça. Excusez-nous. Je le remonte. J'aime bien montrer ce logo de la Journée mondiale de la biodiversité. Il y en a une, c'est le 22 mai de chaque année, puisqu'on comprend bien, je pense, sur ce logo, en fait, l'homme, la faune, les insectes, les oiseaux qui cohabitent en fait dans différents écosystèmes, différents milieux. Voilà, c'est le symbole de la biodiversité et donc à retenir cette journée mondiale de la biodiversité. Mais on va en reparler. Et donc tout est lié. Et ça tombe bien puisque je vous encourage tous vraiment à voir un film documentaire qui sort sur le mois de mai et qui s'appelle La fabrique des pandémies. C'est un film, un documentaire de Marie-Monique Robin. C'est gentil. Et qui est, je dirais, un documentaire d'utilité publique qu'il faut montrer à tout le monde, qui démontre l'importance de reconnecter en fait la santé des écosystèmes, des animaux sauvages, domestiques, mais aussi des humains. C'est fondamental, tout est lié. La biodiversité, c'est notre santé. Donc allez voir ce documentaire, tapez sur internet La fabrique des pandémies. Et donc pour revenir à la biodiversité, tu parlais d'écosystème. Alors qu'est-ce qu'un écosystème, tu vois, comment... Alors, un écosystème, c'est en fait un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants qui sont en interaction avec son environnement. On va parler d'écosystèmes alpins, écosystèmes désertiques, voilà, dans différents milieux, différentes zones, différents territoires, comment ces communautés d'êtres vivants, végétales, encore une fois, faune, etc.,
etc., interagissent à nouveau. Alors évidemment, chacun peut faire sa part pour préserver la biodiversité en se nourrissant, en mangeant bio, en mangeant moins de viande, etc., en s'habillant, par exemple, avec les matériaux, le textile qu'on va choisir, en se déplaçant au niveau de ses loisirs. En gros, en étant conscient de tout ça et en consommant de manière raisonnée dans tous ces domaines-là, que ce soit en termes de nourriture, de vêtements, Exactement. prendre soin de son jardin, là où on habite. Voilà, exactement. Okay. Et alors ça, c'est la biodiversité au sens large, et oui. donc on va arriver sur la biodiversité dite de proximité. Comment chez nous on peut agir pour la biodiversité? Est-ce qu'il y a des actions pas trop compliquées, tu sais, pour les débutants ou ceux qui savent pas du tout par quoi commencer? Alors on va parler essentiellement évidemment de biodiversité au jardin. Donc là, en fait, la biodiversité de proximité, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les oiseaux dits communs, la faune, la petite faune, les insectes, tout le milieu qui sont dans des milieux naturels, tout ce qui nous entoure en fait dans notre jardin, les espaces verts, les jardins publics, plus la biodiversité sera importante dans notre jardin. Je vais prendre l'exemple du jardin. Plus votre petit bout de nature, on peut appeler ça comme ça, sera en bonne santé. Et donc cette biodiversité au jardin, au potager, au verger, va nous permettre de lutter efficacement contre alors ce qu'on appelle les nuisibles, les ravageurs, enfin un certain nombre d'insectes principalement qui vont venir déguster votre potager, ou qui vont provoquer des maladies au potager, au verger, au jardin. Et donc il faut les aider, tous ces petits alliés. Alors, du coup, pour faire en sorte que la vie continue, finalement, c'est ça, hein, la biodiversité, faire en sorte que la vie soit présente sous toutes ses formes. Est-ce qu'il y a des conseils simples? Moi, je pense, on avait discuté sur tout ce qui est tonte du jardin, taille des haies, et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des périodes où c'était peu recommandé de le faire. Je n'étais pas du tout au courant. Alors, explique-nous pourquoi. Alors, en effet, la tonte, c'est une des actions, un des gestes fondamental. Oui, je sais que certains le font régulièrement quand même. Hein. Oui, on ne donnera pas de nom, mais ça arrive souvent que voilà, dès que les beaux jours arrivent, on voit le voisin ou la voisine sortir la tondeuse, dès que le moindre pissenlit ou pâquerette est dans le gazon. Je reparlerai après de toutes les actions, hein, parce qu'il y a plein d'actions qu'on peut mener pour préserver la biodiversité de proximité. Mais puisque tu me poses la question de la tonte, donc en effet déjà, la tonte, c'est loin d'être systématique. On ne tombe pas avant le mois de juin. Il faut laisser... Notez bien, hein, pas avant le mois de juin, de préférence. Il faut laisser les plantes, les fleurs se développer dans le gazon. Le principe, le concept du gazon golf green, on oublie. C'est clairement, voilà, c'est clairement complètement dépassé. Au contraire, il faut laisser dans son jardin des espaces non tondus. Et en plus, vous pouvez vous amuser. Je te donnais une anecdote tout à l'heure où mon voisin a fait un cœur en fait dans espace libre. Voilà, en espace libre. Il m'a dit qu'il avait fait ça pour sa femme. Une prairie en forme de cœur. Ouais. Et le reste est tondu, mais ça permet de conserver une zone où la biodiversité est en place, quoi. Voilà, exactement, où les fleurs sauvages peuvent se développer, et puis surtout fournir des abris naturels pour les petits insectes, la petite faune, et donner à manger aux pollinisateurs, en fait. Donc en soi, on peut très bien cohabiter avec un jardin un petit peu taillé de temps à autre, mais en laissant une zone pour permettre à cette biodiversité de rester présente. Ouais. On n'est pas obligé de vivre dans la prairie ou la jungle. On peut faire des compromis. Exactement. Et donc la tonte, j'aime bien dire ça, c'est pas pour rien, pas partout et pas au printemps.
Surtout pas au printemps. C'est vraiment dommage quand vous voyez les premiers, les pissenlits, les pâquerettes, le lamier pourpre, etc. Et plein d'autres apparaître, que les tondeuses sortent. Et d'ailleurs, si vous habitez dans une copropriété, vous pouvez vous intéresser à ce sujet et demander à ce que le prestataire qui passe pour tondre ne passe pas tout de suite. Voilà. Okay. Donc ça c'est pour la tonte et encore il y a d'autres choses à dire autour de ça, mais dans les actions fondamentales à faire, à mettre en place, c'est déjà la base, c'est d'avoir un sol vivant. Un sol fertile et donc évidemment pas d'engrais chimiques, des amendements pour nourrir le sol puisque finalement c'est la base. Si vous n'avez pas un sol vivant, les végétaux vont pas être en bonne santé. Tout à fait, mais un amendement, c'est quoi un amendement? C'est ce qui vient nourrir le sol. Un peu comme nous, quand on prend des vitamines, l'amendement permet au sol d'être plus fort, plus résistant. Exactement, et ce qui va qui va apporter de la vie, voilà, de la vie au sol. Vous avez des fumiers, par exemple, à différentes sortes de fumiers. Mais il faut vraiment comprendre ce principe que le sol n'est pas un simple support, c'est un écosystème. Oui. Vivant avec toute une faune, des micro-organismes et qui vont nourrir les plantes et donner la vie au jardin. Oui, et puis qu'il a ses limites aussi, il peut s'épuiser, donc c'est important du coup d'y apporter. Avec des engrais, avec des engrais organiques, hein, oui. Et surtout pas du naturel. Voilà, et surtout pas chimiques. Pour faire simple, les engrais chimiques appauvrissent le sol, le tuent à petit feu. Alors certes, au début, quand vous mettez des engrais chimiques, vous shootez vos plantes. C'est sur court terme, en fait. Voilà, mais c'est très court-termiste. Ça ne marche pas. Exactement. Okay. Donc ça, je dirais, c'est la base. Et puis ça tombe bien, c'est au sol. Ensuite, c'est évidemment planter des plantes, des fleurs, des arbres, en jouant sur la diversité de ce que vous allez planter, des essences locales dans la mesure du possible, qui en fait vont fournir la nourriture et les abris pour toute la faune, les insectes, etc. Il faut avoir un maximum de fleurs au jardin, au verger, au potager. Avec par exemple tout ce qui est plantes aromatiques, donc basique, lavande, romarin, persil, thym, menthe, j'en passe. Des plantes potagères, aubergines, concombres, tomates évidemment, voilà, qui sont toutes très fleuries. La diversité est importante pour faire en sorte que le sol et que tout l'écosystème fonctionne de manière équilibrée. Exactement, pour fournir à manger aux pollinisateurs qui sont des auxiliaires, alliés, on appelle ça comme on veut, absolument indispensables. Et puis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au gazon, ne pas vouloir avoir un gazon nickel, sans un pissenlit, sans une pâquerette. Il faut laisser aussi, au niveau du périmètre du gazon, les fleurs sauvages se développer. Pour revenir à plus d'authenticité. On peut dire ça. Laisser le sol faire par lui-même et éviter de trop vouloir y mettre notre patte pour en faire quelque chose, quoi. On peut dire ça, exactement. Ensuite, il y a tout ce qui est la haie-vive, ce qu'on appelle la haie-vive. Ah oui, mais précise, parce que pour moi, une haie-vive, elle a l'air très dynamique. Mais qu'est-ce qu'une haie-vive ? Alors, on va dire le contraire d'une haie vive, c'est une haie de thuya, de laurier, 100% laurier. Alors, c'est pas que c'est pas bien, mais disons qu'il ne faut pas que ce soit du monovariété. Je qualifie ça de monoculture. Ok. Voilà, qui, à part, oui, se protéger des voisins. On va pas se mentir, souvent, hein, une grosse haie de thuya, c'est quand même pour pas que tes voisins te voient dans le jardin l'été. Mais effectivement, il faut peut-être diversifier un peu de thuya,
un petit peu d'autres espèces. On va voir qu'au niveau, justement, dans la vive, tu vas pouvoir mélanger ce qu'on appelle du champêtre, des végétaux à feuilles caduques, avec du persistant, avec du fleuri, des végétaux qui vont fleurir au printemps, d'autres qui vont fleurir l'été. Tout ça dans cette logique de nourrir les pollinisateurs. Qui sont une famille très large. Il n'y a pas que l'abeille, loin de là. Je n'en doute point. C'est très vaste. Les papillons, les cirfes qui font partie de la famille, enfin des mouches. Voilà, on parlera après des ouvrages qui parlent de tous ces amis, tous nos amis, tous nos alliés au jardin. Mais donc je reviens à la haie vive, puisqu'en plus dans la haie vive aussi ils vont pouvoir loger les oiseaux. Tout à fait. Notamment. L'expérience, j'ai moi-même une haie vive à petit niveau, mais j'ai un nid. Eh ben, c'est magnifique. Tout à fait. Et je tiens à préciser que, évidemment, la haie vive, on la pousse, on fait beaucoup de pédagogie chez Botanique autour de la haie vive. Et dans le cadre de notre partenariat avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, on a travaillé sur toutes des catégories de végétaux qui font partie de la haie vive et qui sont recommandés par la LPO pour justement donner plus de vie au jardin. Je pense à la boule de neige grosse fleur, érable champêtre, cornouiller blanc et plein d'autres. Et donc en magasin, on a cette différenciation, cette distinction, cette sélection, merci, de végétaux qui font partie de la haie vive et qui sont recommandés par la LPO, donc voilà, par une grande ONG environnementale. Et puis nos conseillers sont là-dessus plutôt au fait de ce qui est recommandé. Oui, ils sont des experts en pépinière sur le sujet. Ne pas hésiter d'aller les voir directement. C'est vrai que souvent en magasin, on a plutôt envie de faire ses courses vite fait, mais ça peut être un plus pour avoir des conseils, une expertise sur ce domaine-là. Tout à fait. Et puis, chose importante à savoir au niveau de la haie vive, le risque d'attaque globale de maladie est moindre. Je prends l'exemple, je reviens à mon exemple des tuyas, où en fait il y a une maladie du dépérissement qui est causée par un champignon. Si vous voyez, vous avez déjà vu les haies qui deviennent couleur brune, oui. Et en fait ça s'étend, ça se transmet, le champignon se transmet par les racines, et ça ça s'étend à toute la haie, parce que c'est de la monoculture. Alors que dans une haie vive, une haie variée, vous ne rencontrerez pas ce problème. Et donc, cette logique de dire oui, mais la haie vive ou l'hiver, elle va perdre toutes ses feuilles, non. Il faut justement faire un mélange entre caduc et persistant et fleuri. J'insiste, c'est important. Du coup, d'expérience aussi. On a effectivement constaté ça la première fois qu'on est arrivé le premier hiver dans notre jardin. Il y avait des zones qui étaient plus dégarnies entre guillemets et qui dès les beaux jours refleurissaient, mais on sentait qu'il y avait vraiment différentes espèces qui cohabitaient et qui vivaient à différents rythmes. Mais finalement, en fait, c'est pas un souci, c'est plutôt marrant de voir son jardin évoluer tout au fil des saisons, quoi. Et puis très important d'observer. Voilà, prendre le temps d'observer la vie dans son jardin. C'est magique. Ensuite, on a parlé de la haie vive, j'ai parlé des oiseaux qui évidemment se nourrissent et logent dans ces haies. Il y a, pour les aider, évidemment, installer des nichoirs. Alors on a des tas de modèles de différents nichoirs, puisque heureusement il y a une biodiversité, une diversité des oiseaux même communs dans nos jardins. Et donc les nichoirs, on les installe entre octobre et janvier. Et puis quand ils sont installés, chaque année il faut penser aussi à les nettoyer à l'automne. C'est important pour éviter les maladies. Alors on les nettoie avec du
du savon noir. Enfin, on n'a pas besoin d'utiliser des produits chimiques pour nettoyer ces nichoirs, mais c'est une chose à savoir. Et puis aussi installer des abreuvoirs. Parce que les oiseaux boivent été comme hiver, alors plus été évidemment, quand c'est plutôt en période de grosse chaleur, et des abreuvoirs qui ne soient pas trop profonds pour ne pas qu'ils se noient notamment. Donc il y a des tas de modèles aussi d'abreuvoirs qui sont étudiés pour les oiseaux. Et au passage, vous verrez que des guêpes, des abeilles aussi peuvent venir s'abreuver. Parce je discutais avec un apiculteur là le week-end dernier, puisqu'on on a installé un rucher sur notre au bureau de botanique, et il m'expliquait que chaque jour une ruche boit évidemment la colonie entre 1 à 1,5 litres. J'ai trouvé ça colossal. Taille, oui, voilà, exactement. Donc elles ont besoin d'eau. De boire aussi. Exactement. Ensuite, on parle d'eau. Vous pouvez, et je le recommande. Là aussi, je vous ai ramené ma petite photo. Je peux pas m'empêcher de vous la montrer. Je suis très fier de mes grands pots. Que j'ai installé sur ma petite terrasse. J'ai un petit jardin et que j'ai installé sur ma petite. C'est des pots déco que j'ai récupérés, j'ai mis quelques plantes aquatiques. J'ai mis une terre pour plantes aquatiques qu'on trouve aussi chez Botanique. J'ai mis une petite fontaine, c'est une chose à savoir, puisque du coup c'est pas de l'eau stagnante, parce qu'on dit souvent, voilà, on dit souvent oui, mais ça va apporter. Et donc oui, je confirme, l'eau stagnante attire les moustiques. Mais là, grâce à la petite fontaine, en tout cas, moi ça fait une dizaine d'années, je n'ai jamais eu de moustiques, et peut-être aussi parce que je fais tout pour qu'il y ait cette biodiversité dans mon jardin, et que du coup, ça s'équilibre. Voilà, exactement. Mais je le dis, je le recommande, installer un point d'eau, c'est vraiment une action supplémentaire pour favoriser la biodiversité au jardin. Vous verrez des libellules apparaître. Vous pouvez faire un petit bassin, évidemment, au sol. Il y a des tas de modèles différents, mais si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez déjà, sur une terrasse, vous utilisez un contenant que vous posez sur la terrasse, vous mettez des plantes aquatiques, etc. Et puis, on en arrive à des tas de petites choses qui sont importantes pour favoriser cette biodiversité. Petit muret de pierre, ou alors tuiles cassées, ou alors également briques. Petite briquette. Mais laisser comme ça dans le jardin ? Oui, à un endroit dans le jardin. Moi, encore une fois, je prends l'exemple de chez moi, parce que c'est vraiment intéressant d'observer. J'ai toute une colonie de lézards des murailles, donc ils sont tachetés gris, noir et une couleur un peu plus claire. Ils sont installés dans ton jardin. Ouais. Quand même, je sais que ça peut être un sujet qui fâche, mais c'est les chats. J'ai pas de chat, voilà. Et clairement ça favorise la biodiversité, on va pas se mentir. C'est important quand même d'avoir conscience quand on a un chat que il va chasser, on peut pas l'en empêcher, mais par contre il y a des solutions notamment qui sont préconisées par la LPO sur leur site internet pour comment agir pour garder un chat évidemment, mais pour que le chat cohabite, voilà, ou limite la casse, on va dire, au jardin. Donc là, c'est parce que je parlais des petits lézards, parce qu'ils sont friands évidemment des lézards, mais comme plein d'autres choses. Des petits tas de feuilles. Justement, là, on en a rapporté. Là, ça va faire crisser plus d'un qui aime le terrain golf, quand même. Oui, revoir la conception du jardin. Exactement. Un jardin vivant, ça ne peut pas être un green de golf. C'est pas possible.
Ou Versailles, c'est pas possible, les jardins de Versailles. Eh ben, quoique, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Baraton, qui est plusieurs fois d'ailleurs, qui est jardinier en chef des jardins de Versailles, et il fait un travail considérable. Oui, oui, ils font comme maintenant dans toutes les communes, enfin, ont pris des tas d'engagements dans les parcs, les jardins. Déjà, il y a la loi qui interdit l'utilisation notamment des pesticides, et c'est un gros sujet depuis des années maintenant, qui sont interdits dans les jardins depuis 2019, notamment grâce, on peut le dire, à Botanique, qui a été précurseur sur le sujet, puisque nous, on n'a pas attendu la loi, c'était voilà, exactement, donc plus de 10 ans. Mais non, dans les communes, dans les parcs privés maintenant, chez les paysagistes, il y a vraiment une prise de conscience. Mais il y a encore du travail. Je le vois, encore une fois, je prends l'exemple chez moi, dans ma petite copropriété, des voisins, c'est le green. Et même pas de fleurs, rien d'autre que le green, le bac à sable, et encore. Disons que c'est un peu en lien avec notre société, on s'attache beaucoup à l'image, on veut un jardin beau. Cette notion de propreté aussi. Oui, et puis de beau, fini, et alors qu'un jardin c'est vivant et qu'en soi c'est normal qu'il y ait des petits tas de feuilles de temps à autre, des fleurs et puis de l'herbe un peu haute quelques mois dans l'année, quoi. Exactement. Et ça nécessite une prise de conscience. Et plein de petits îlots comme ça. On en reparlera après, mais moi j'ai laissé, j'ai récupéré aussi des troncs et que j'ai percé à la perceuse pour faire plein de petits trous qui permettent de loger notamment ce qu'on appelle les abeilles solitaires ou abeilles maçonnières. Donc simple à réaliser. Très simple, voilà, exactement. Je parlais de tas de feuilles tout à l'heure, les tuiles cassées, donc les bûches perforées, et éventuellement après, si vous avez envie de vous former à l'apiculture, vous pouvez même installer des ruches. Bon là, il faut avoir quand même du terrain. Et il faut bien être formé là-dessus, mais ça contribue largement à la biodiversité. Et évidemment, j'en arrive au sujet des hôtels à insectes ou abris à insectes qui vont pouvoir loger et aider tous nos alliés, alors principalement insectes, à se reproduire. Je parlais tout à l'heure de l'abeille solitaire. Il y en a plein d'ailleurs, différentes espèces d'abeilles solitaires, parce que tout le monde n'est pas forcément bricoleur. Quoique on va, tu vas après nous faire une démonstration. Les choses sont possibles à notre échelle en do it yourself, mais après il existe des produits quand même finis et bien. Voilà, et qu'on peut installer dans son jardin, si on n'a pas de jardin, ne serait-ce que sur une terrasse ou sur un balcon. Ah, même le sol, ça marche aussi. Même le sol également. Après, c'est une question d'orientation, d'esthétique. Si vous voulez le placer plutôt sur un mur, le placer sur un support à hauteur du sol, voilà. C'est à vous de voir comment vous voulez le placer. XXL Grand Luxe. Oui, il y a encore plus grand. Hein. Il y a taille encore plus grande. Hein. Mais du coup, qui permet d'accueillir différents insectes. Voilà. Donc là, je parlais tout à l'heure de l'abeille solitaire, une abeille solitaire qui est l'abeille maçonne, qui est poilue, un peu rousse, noire, et qui fait partie des premières à sortir dès les beaux jours, au printemps. Et en fait, dans ces petites galeries, elle va pondre. Une dizaine d'œufs à chaque fois, elle va leur laisser à manger pour les larves, donc du pollen et d'autres types de nourriture. Et elle va reboucher ça avec de la terre, de l'argile. Et donc, de mon expérience, c'est le plus efficace. Très vite,
toutes ces galeries ont été occupées chez moi par cette abeille maçonnière. Et puis c'est très joli de les voir sortir dès que les beaux jours arrivent. Mais voilà, soyez surtout pas surpris de les voir se boucher au fur et à mesure. Voilà, c'est normal. Ça protège les œufs. Voilà, exactement. Et puis après, au milieu, c'est plus pour tout ce qui est coléoptère, lapidoptère, pardon. Donc papillon. Donc là aussi, il y en a des tas d'espèces différentes. Les pommes de pin, ça va être plus pour ce qu'on appelle les chrysopes. Donc les chrysopes, comment expliquer? C'est un petit insecte vert, mais quasi vert fluo. Et il a des ailes comme de la dentelle. C'est transparente comme de la dentelle. Okay. C'est magnifique à voir. Sans qu'il y a passé des heures. Et il faut savoir que les larves des chrysopes mangent, alors, pas que des pucerons, mais sont de très bons alliés pour tout ce qui est problématique d'infestation de pucerons. D'accord. Okay. Et donc, elles aiment pondre dans les pommes de pin. Ah oui, carrément. Et puis après, voilà, bravo. J'ai revu un petit peu mes basiques. Donc, pour tout ce qui est perce-oreilles, qui sont aussi des alliés et notamment, pas que, et surtout, parce qu'il y a une rumeur, on dit que les perce-oreilles, ils rentrent dans les oreilles lorsque vous faites la sieste, ou c'est pas vrai du tout. Rumeur, voilà, je précise que c'est un mythe urbain. Voilà. Et en fait, on perce-oreille parce que, notamment du fait des pinces, et notamment celle du mâle, qui ressemble en fait aux pinces alors je suis pas spécialiste pour percer les oreilles. Voilà, okay, exactement. Alors maintenant, on est sur du pistolet. Voilà, donc ça reste vraiment un mythe urbain. Hein. Bon. Voilà, et puis aussi pour les coccinelles aussi, évidemment, il y a ces petits rondins et puis ces copeaux de bois. D'ailleurs, dans celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il fallait bien organiser cet hôtel à insectes. Donc là, c'est c'est le 4 étoiles là. Et en plus, est-ce qu'on peut préciser, parce que Stéphane m'expliquait, certaines zones ont du grillage. Alors on se dit pourquoi ? Parce que les oiseaux sont un peu joueurs, c'est ça ? Oui, exactement. Puisque justement, à nos bureaux chez Botanique, ça fait plusieurs années maintenant qu'on en a installé on va dire un géant d'hôtel à insectes. Enfin, j'en ai amené d'autres. Oui. Donc un hôtel à insectes géant. En fait, dans cet hôtel à insectes, il y a des bouts de bambou comme ça. Clémence après va vous faire la démonstration, et notamment pour les abeilles maçonnes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et je ne comprenais pas pourquoi chaque soir, quand je sortais du bureau, les bambous étaient par terre. Mais tous, hein. Il y avait la moitié de l'abri, les bambous étaient par terre, les bouts de bambou étaient par terre. Et je pensais que c'était le vent, parce qu'il est fixé à un boulot. Et en fait, j'ai demandé à ma collègue qui est à l'accueil de nos bureaux. Observer quelqu'un. Voilà, je lui ai demandé d'observer. Je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder la journée? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le vent? Et en fait, elle a observé. Alors, je pense que c'est un piquet-pêche qui s'amusait. Un oiseau, oui, qui cherchait à manger, et en fait, il venait se fixer avec ses pattes contre l'hôtel à insectes, et il venait retirer un à un tous les bambous et se nourrir évidemment des larves qui étaient dans les tout à fait. Mais donc observer un hôtel complet. Donc avec ma collègue Laetitia, on a pris du grillage et on a agrafé le devant de ces bambous pour. Alors il était déçu, mais bon, comme ça on a des abeilles maçonnes.
Ce qui explique aussi que du coup, dans certains de nos produits, on met du grillage pour éviter Oui. que ça soit Oui, et chipé, puis chapardé. oui, par les oiseaux notamment, Par les oiseaux. qui, du coup là sont des prédateurs pour, Oui, tout à fait. pour les insectes. Alors après l'hôtel Grand Luxe, Il y a plein de modèles. Il y a plein de qui sont modèles, un peu différents. plus petits. Donc là, on a un moyen avec effectivement là aussi plusieurs cases pour accueillir différents insectes. On a aussi, pour ceux qui souhaitent débuter avec une petite solution, donc ces petits abris auxiliaires avec une seule, destinés à un seul type d'insecte ou de variété. Donc ici avec les petites pommes de pin, on a dit que c'était plutôt Les chrysopes. Les chrysopes, Ouais. je n'avais pas retenu exactement. Ouais. Mais je crois que les coccinelles aussi Les viennent. coccinelles aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, vous avez également pour ceux qui souhaitent avoir une C'est solution le un peu plus ludique. mini hôtel insecte. Ouais. Ouais, et puis qui se monte par Soi-même. C'est en kit. C'est Oui. vraiment en kit. Et pour les Livré en enfants, kit. voilà. Et pour les enfants, c'est vrai que c'est un atelier ludique. sympa à faire, de construire, voilà, ce préfabriqué, cet Tout à hôtel fait. insecte Et donc préfabriqué. après, il n'y a plus qu'à remplir avec des feuilles, de la paille. Là, on a quoi? De la paille, un petit peu De la mousse. J'ai vu qu'il y avait de la mousse. Oui, tout à fait, de la Ouais, ouais. mousse. Ouais. Des petits branchages. Et donc de le mettre dans le jardin pour pouvoir observer, du coup, prendre le temps d'observer avec les enfants aussi, Oui. pour un petit peu les éduquer à ces sujets-là. Tout à fait, et puis les prendre en photo aussi régulièrement pour voir l'évolution, c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait, c'est sûr. De faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a celui pour oui. les coccinelles, je crois, celui-ci. Alors attends, parce qu'on avait aussi un Ah oui, panier. alors là on parle de... Alors là, on rigole chose plus. importante que je n'ai pas dit, c'est que là c'est une lasure qui est utilisée mais 100% naturelle. C'est qu'il faut que ce soit, parce que vous pouvez le faire vous-même, et que ce soit pas avec du bois traité. Il faut que ce soit du bois non traité. Parce qu'évidemment, s'il est traité, les insectes vont pas aimer. Et ensuite, en effet, il y a pour la faune. Marie-Guillemot, c'est dans le cadrage, parfait. Donc on a cette solution pour nos hérissons. Ah bah je croyais que tu ne savais pas, que tu allais me dire, mais pourquoi Stéphane, il y a un petit hérisson sur la façade mince, avant. j'ai pas vu. Ah oui, bah alors. C'est très ludique et pédagogique pour ceux qui ne sont pas du tout des... Ouais, parce que donc Alors, les hérissons, il faut savoir que les hérissons sont notamment, enfin, des dévoreurs de mollusques, donc escargots, limaces, parce que là aussi pour avoir un potager. Tout à fait, donc des défenseurs du potager. Exactement. Okay. Et ils ne mangent pas que ça, les chenilles, et plein d'autres choses. Et donc c'est à la fois c'est symbolique. Le hérisson, c'est une espèce protégée. Et il faut encourager, il faut les aider. Et si vous avez déjà la chance d'avoir un hérisson qui vient chez vous, je pense que c'est presque symbolique en fait. Et je peux le dire, j'en ai un qui du coup on a fait un trou dans le grillage entre chez ma voisine et chez moi pour lui, les bêtes sont intelligentes. Il a compris, non mais il a compris, il passe, il a son passage il loge à la fois chez ma voisine et il loge chez moi à côté du composteur. Super abri. Alors je n'en ai pas chez moi, mais c'est un super abri. On va vous expliquer pourquoi il est fait ainsi. Oui, je te laisse le dire. Ah ouais, non mais quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça est génial. En fait, donc effectivement, une fois que le toit est posé, il n'y a qu'une seule entrée ici. Par laquelle le hérisson va s'introduire dans son abri. Et donc pour hiberner, généralement c'est pour se mettre au chaud pendant... Oui, enfin pas que aussi. Même passer la nuit tranquillement. Enfin non, parce qu'au contraire, la nuit il sort. La journée. Donc oui. Donc pour passer la journée tranquillement dans le noir. Et donc du coup, pour éviter que les prédateurs l'attaquent, cet abri permet en fait d'avoir une double paroi. Donc je vais poser le couvert. Donc le hérisson va rentrer par ici, passer juste il va repasser par là, et normalement on va venir se coucher, loger dans cette partie par laquelle en fait tout prédateur n'aura
aucun accès, puisqu'une fois le toit passé, en fait, voilà, ils vont pouvoir essayer ici d'accéder à quelque chose, mais ils n'atteindront jamais. Et la vous case pouvez du hérisson. l'aider en mettant des feuilles mortes, de la paille. Voilà, vous pouvez déjà lui faire un petit lit. Tout à fait, pour qu'il soit vraiment au top. Mais là, c'est vrai qu'on est sur de l'abri à hérisson Ah bah, grand de luxe, luxe, grand luxe. Ouais. Voilà. Et ben Stéphane, je pense qu'on va pouvoir passer aux ateliers maintenant. Hein. Oui, allons-y. Donc, tu vas nous faire Tout à fait. deux nichoirs, deux hôtels. On peut appeler ça hôtel à insectes différents. Je vais ranger mes petits à fait. papiers. Bon, donc je commence avec le premier. Donc ça va être très simple, très rapide. Donc celui-ci, c'est un petit hôtel, un petit abri pour les perce-oreilles, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il vous faudra un pot en terre cuite, avec un petit trou à l'extrémité, des petites brindilles, des petits bouts de bois, de la corde, de la ficelle, et au choix des feuilles mortes ou de la paille, les deux fonctionnent. Donc c'est très simple. Tu vois, il y a même de la vie, une petite fourmi qui vient de sortir. Ah bah oui, je vois ça depuis tout à l'heure. Faudra qu'on la ressorte. Donc il nous faudra un ciseau, on va prendre une bonne longueur de ficelle. Donc la ficelle, on la passe dans le pot. À l'extrémité intérieure, on va venir attacher les brindilles ensemble. Donc là, bon, on a pris très grand, on va peut-être pouvoir recouper un peu parce que sinon ça risque de... D'apporter le sécateur. Sécateur. Je fais très attention parce que je suis un petit peu maladroite. Hop. Avec pas d'effort à faire, sécateur électrique. Sécateur électrique. On est équipé, hein, quand même. On n'est pas venu les mains vides. Donc, hop, notre ficelle, on va venir entourer les deux brindilles. N'hésite pas à faire. Faut savoir que cet abri pour perce-oreille, donc en effet, il peut être suspendu à 3-4 cm du sol, mais on peut aussi au potager mettre un bâton, planter un bâton dans le sol et en fait venir poser, voilà. Alors là, nous, on part sur une constitution en paille. Donc, oui, bah c'est ce qui favorise, on va dire, l'accueil des perce-oreilles. Hein. Voilà, on est généreux pour pas que... Ça peut être du foin aussi, mais fait, ils ont clairement besoin de ça. Si notre système est bien conçu, hop là, on va bien le mettre au centre pour que quand on le suspende, après... Et voilà. Après, voilà... Vous l'attachez donc à 4 cm du sol, un petit bâton, s'il y a une branche qui passe par là. Et sinon, l'autre option, c'est le bâton planté. Pas la ficelle, mais planté dans le bâton au-dessus du potager. Mais par contre, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne maintenir la paille. Ce que je veux dire, c'est que la ficelle, il n'y a pas besoin d'avoir une grande longueur. Voilà. Très bien. Donc voilà, là c'était pour les perce-oreilles. Ouais, et donc c'est quand même très simple. Oui, et rapide à faire. Et rapide. Super rapide. À faire. Et puis vous pouvez réutiliser des pots du jardin voilà, pour faire ça. Et puis utiliser de l'herbe sèche aussi si vous n'avez pas de paille. Tout à fait. Et deuxième option, donc on va peu plus sophistiqué. Voilà, un petit peu plus sophistiqué. Donc là pour nos fameuses abeilles maçonnières, c'est ça? Non, maçonne. J'ai dit maçonnière tout à l'heure, c'est maçonne, abeille maçonne. C'est pas très français dire maçonnière. On a récupéré une petite boîte de conserve avec des bambous. On a commencé à couper à la bonne taille pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Et en fait, pour le début, c'est bien de tapisser le fond avec un petit peu d'argile. Hop, donc on a de l'argile, tout à fait. Hop. Je vais essayer de ne pas en mettre une trop grosse couche, que tout puisse tenir. Pardon? J'ai un ruisseau qui passe en bas de mon jardin et ça tombait bien. J'ai vu qu'il y avait un dépôt d'argile. Voilà. Donc, oui, bah, c'est quand même mieux que d'utiliser de la colle ou voilà, on va rester sur quelque chose de naturel. Maintenant qu'on a, je ne sais pas si on va le voir, tapissé le fond, on a mis une petite épaisseur de 2 cm. On va pouvoir commencer à mettre nos bambous. Donc je vais déjà mettre ceux que j'avais
Alors, Tu fais découper évidemment, il y a toutes les tailles, hein. Donc, plusieurs épaisseurs. les abeilles maçonnes, elles s'y feront, hein. Il n'y a pas de problème. Elles n'auront pas le choix, hein. Non. Donc hop, on va commencer. Le bambou c'est le mieux, mais on peut utiliser aussi Oui, des tiges creuses, de végétaux creux. Pas obligé de mettre que du bambou, en effet. D'accord, ouais. Bah, de toute manière, dans ce qu'on a montré avant, il n'y avait pas que du bambou. Il me semble qu'il y avait un petit peu de... Tu vois, là, c'était plus des petits brindilles, ou sinon des grosses souches comme tu as pu... Oui, alors je remontrerai en parallèle. Je suis fier de je suis fier de ma réalisation, puisque bon, on a dû élaguer là récemment sur ma copropriété, et on a fait ça entre voisins, et du coup, il restait des trous. Là, c'est un tronc, hein, carrément, et donc j'ai pris la perceuse et je sais pas si on le voit bien. On voit bien? Ouais, super. Donc j'ai pris la perceuse et j'ai fait toute une série de trous. Alors, quand même, il les faut relativement profonds, hein, pas juste l'ouverture du trou. Voilà, relativement profond, pour faire vraiment des galeries. Pour que les insectes puissent venir voilà, y loger, y pondre. Et vous avez l'autre option aussi décorative, on peut dire que c'est décoratif. Voilà. Ça vient décorer le jardin de manière voilà. Tout à fait naturelle. Exactement. Où là, pareil, je les ai percés et on peut même le fixer sur un mur, sur une poutre. On peut le laisser par terre. On peut le poser. Alors, il faut faire attention par rapport à que ça tombe pas, par rapport au vent, par exemple. Donc, moi, je suis en train de couper les derniers bouts de bambou. Alors, l'idéal, c'est le sécateur électrique est quand même bien pratique, mais c'est de couper à peu près à la hauteur de la conserve pour que tout soit plutôt homogène. Pour justement placer les abris insectes. Les lieux où les installer? Alors, bon, la théorie où on lit dans la littérature que il faut pas les mettre en plein soleil. Notamment si c'est une structure en métal, oui, comme celle-ci. Mais les structures en bois qu'on a présentées avant, par exemple, c'est pas forcément c'est moins problématique. On parle d'orientation nord-est, nord-ouest, je ne sais plus l'orientation sincèrement. Moi je vous avoue que celui qu'on a installé à nos bureaux, j'en ai installé deux chez moi, je me suis pas trop regardé l'orientation. Et ça n'a pas empêché les insectes de venir? Non. Faudrait que je teste, peut-être. Voilà. Donc voilà, j'ai fini d'installer. Alors bon, ça dépasse légèrement, mais dans l'idée, on voit qu'on a toutes les petites galeries qui sont formées de différentes tailles. Comme ça permettra à toutes les tailles d'abeilles de venir. Et là, on est plus sur un support à poser donc dans ce sens, tu vois, sur le sol. On est d'accord? Alors on peut ou à suspendre ou à fixer aussi. Façade en bois avant de mettre les bambous. Et puis on peut l'habiller si on veut. Si l'effet conserve vous emballe pas beaucoup pour le jardin. Ou avec ou de la grosse corde plutôt. Alors du coup, parce que là elle est un peu fine, c'est de l'enrouler comme ça pour donner un côté naturalité. Oui, voilà. Tout à fait. On n'est pas esthétique. Ouais. Voilà, la petite touche esthétique. Exactement. Il y en a qui les peignent aussi. Alors moi je suis assez dubitatif parce qu'évidemment il faut plutôt peinture à l'eau et j'avoue que je sais pas ce que ça donne après avec les intempéries. Voilà. Ce que ça peut donner dans le temps. En tout cas, tu vois, avec peu de choses, finalement ça prend pas beaucoup de temps. Tout le monde est capable de créer un premier abri à insectes pour installer dans son jardin. Tout à fait. Et puis après, on peut aussi créer, ce sera peut-être l'objet d'un prochain live, c'est ça? On dit un live? Ouais. D'abris à bourdon.
Je les aime bien, les bourdons. Si, c'est un insecte magnifique, je trouve. Alors, je ne veux pas dire, si je le dis, plus courageux que l'abeille, dans le sens où il travaille plus. Enfin, courageux, il travaille plus travailleur, pardon, Toujours la que, productivité, hein. que l'abeille. Bien. Non, mais on a l'impression que l'abeille, c'est elle qui pollinise le Elle plus. lézarde plus que le bourdon, c'est ça? Non, mais en fait, il est plus résistant. Donc, il peut travailler, on va dire, à des températures plus basses que l'abeille. Et il va sortir quand il pleut, alors que l'abeille va rester dans la ruche. Alors, je me permets de rajouter un petit truc par rapport aux Je parle de l'abeille domestique. Tout à fait. Justement, par rapport à ces petits abris là qu'on a montrés en atelier, il y a un concours toujours en cours sur les réseaux sociaux. Et on vous invite, par exemple, si vous avez réalisé l'un de ces abris, voilà, donc de poster votre création sur Instagram avec le hashtag Botatelier. Et comme ça, vous aurez peut-être l'opportunité de remporter le lot. Alors, il me semble que c'est une carte cadeau de 50 €. Et donc, voilà, c'est toujours l'opportunité après de découvrir de nouveaux produits proposés chez nous. Je pense que... Si, je voulais dire encore quelque chose quand même. Je te coupe. Non, mais moi j'ai fini pour ma Bon. part. Je Donc, te laisse. que dans les actions importantes à faire, c'est de classer, labelliser son jardin, son balcon, sa terrasse, ce qu'on appelle refuge LPO. Donc en fait, c'est formaliser le fait que vous vous engagez à préserver la biodiversité de proximité sur votre jardin, votre balcon, votre terrasse, et aller sur le site de la LPO, dont Botanique est partenaire, pour formaliser le fait que vous vous engagez à rendre votre espace extérieur refuge LPO. Il faut savoir que les refuges LPO, ça existe depuis des tas d'années, et c'est le premier réseau de jardins naturels, de biodiversité en France. J'imagine que du coup la LPO passe quand même pour vérifier parce qu'ils ne donnent pas cette notion de refuge LPO, cette labellisation. Tout à fait, on doit remplir, voilà. tout un questionnaire, on adhère, et c'est en 2021, c'était 40 000 refuges LPO en France. Du coup, c'est une action concrète. C'est une action voilà, je concrète, participe à la et puis biodiversité. vous recevez une petite pancarte que vous êtes refuge LPO. Et alors à préciser quand même, ça a son importance que la chasse est interdite sur un refuge LPO. Très bien. Et chez Botanique, dans nos espaces verts de notre entreprise, nous sommes refuge, refuge Ok. LPO depuis tas d'années. Ben, merci Stéphane pour toutes ces informations. Alors si, évidemment, on n'a pas pu tout aborder, il y a des tas d'ouvrages que je vous invite à lire. Alors ceci, c'est aux éditions Terre Vivante, que l'on trouve chez Botanique, notamment, mais bon, Terre Vivante, on pourrait en parler des heures, c'est vraiment un éditeur et un lieu au-dessus de Grenoble, précurseur et qui accueille le public pour enseigner, faire de la pédagogie autour de ce qui est la biodiversité. Donc du coup, à retrouver en magasin Et Botanique. oui, et donc il y a des auxiliaires dans mon jardin de Blaise Leclerc et Gilles Leblé. Vous avez aussi j'accueille et j'observe les oiseaux dans mon jardin. La vie secrète de ma mare, que vous créez un espace aquatique. Et Maé, refuge de biodiversité. Vous avez des tas d'informations sur parce qu'on n'a pas pu vraiment Avec tout tout ça, il y a de quoi traiter. creuser le sujet. Oui, et puis on ne peut que vous encourager, à mener toutes agir ces à notre actions, et c'est vraiment des actions simples, j'ai envie de dire, et concrètes pour préserver la biodiversité de proximité. C'était donc le mot de la fin. On vous souhaite une belle journée et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live sur la page Facebook de Botanique. Avec plaisir. Merci Stéphane. Merci à toi. Au revoir.